Bien, bonjour à tous et à toutes. Merci d'être à Audencia parmi nous aujourd'hui. Je suis très heureux au nom de tous les étudiants du MDC de vous accueillir dans l'Amphi de Nantes pour ce temps un peu à part qu'est la masterclass dans le cadre de l'événement Draft and Craft qu'on mène donc les 22 étudiants du Master Marketing, Design et Création. Donc j'espère que vous avez pu profiter un peu ce matin et en début d'après-midi des ateliers, des rencontres et faire un peu le plein de découvertes ici à Audencia. Il y a vraiment un joli programme que je vous enjoins à encore retourner ici demain, parce qu'il y a encore plein de choses. Donc comme je vous le disais aujourd'hui, l'heure est venue plutôt de prendre un peu de hauteur et de se laisser un peu le temps de la réflexion pour prendre un peu de perspective sur les enjeux qu'on souhaite mettre en avant dans le cadre de cet événement Draft and Craft. Donc pendant l'heure et demie qui va suivre à peu près, on vous propose de croiser les regards de 3 intervenants qu'on est très heureux aussi d'accueillir parmi nous. Donc je vais vous les présenter dans l'ordre dans lequel ils vont s'exprimer. Donc tout d'abord Stéphane Vial, donc juste à côté de Nicolas Madiel, le directeur du master, qui est philosophe, maître de conférences en sciences du design à l'université de Nîmes. Auteur prolifique, il a occupé de nombreuses fonctions de maître de conférences à psychologue clinicien. Il vient de publier un volume que je vous recommande aux éditions Puce, donc le volume Que sais-je. Donc il y aura une vente aussi à la fin de la masterclass, qui est assez complet. C'est toujours très instructif de lire du Stéphane Vial. Et ça permet de balayer pas mal d'enjeux. Liés au design. Donc merci Stéphane Vial d'être parmi nous. De l'autre côté se situe Geoffrey Dorn, qui interviendra donc en deuxième, designer reconnu, fondateur de l'agence Design & Newman. Geoffrey a participé aussi à l'élaboration de ce Que sais-je, puisqu'il a contribué par ses illustrations. Donc c'est une seconde raison de lire ce livre. Geoffrey porte un regard particulier sur le design, il nous l'exposera, puisqu'il porte une attention toute spécifique à la place de l'usager dans les dispositifs design, que ce soit des produits ou des services. Donc on parlera avec lui conception centrée utilisateur, ergonomie, intuitivité ou affordance. Ce sera autant de questions qu'on discutera donc avec lui. Donc, merci Geoffrey d'être parmi nous. Et l'intervenant donc, qui complète ce panel, le troisième, qui est au centre du dispositif, Stéphane Thirouin, qui nous fait la joie d'être parmi nous. Il est vice-président corporate design au sein du groupe SEB. SEB, qui je le rappelle ici, est un partenaire fidèle du Master Marketing, Design et Création. Stéphane, lui, quant à lui, nous éclairera plutôt sur les pratiques de design appliquées aujourd'hui chez un grand groupe industriel comme SEB et les implications concrètes au sein des processus de conception de produits et de services que cela implique. Donc merci, deuxième Stéphane, d'être parmi nous. Donc pendant les prochaines 45 minutes environ, ils vont s'exprimer tous les 3 à tour de rôle, environ 15 minutes, puis ensuite on passera à un échange plus informel sur la configuration table ronde. Voilà, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne masterclass. Je la lance avec les petites touches. Next. Ah oui, ça marche. Super. Bien. Bonjour tout le monde. Je suis ravi d'être parmi vous. Je remercie tout particulièrement Pierre Baptiste et l'ensemble des étudiants du master et également évidemment les représentants d'Audencia. Alors ça c'est pas un de mes slides mais très sympathique. Donc vous pouvez repérer mon compte Twitter. Voilà. Alors j'ai 15 minutes je crois donc ça va être sport. Mais je vais essayer d'être clair et tout en gérant le temps. Alors, je vais essayer de vous parler de la relation entre 2 notions, le savoir et le design, puisque je suis maître de conférence à l'université en design, et donc j'incarne en quelque sorte une certaine façon d'aborder le design qui associe théorie et pratique. Et donc, pour nous à l'université, c'est une question assez centrale. Et notamment la question de savoir comment on peut construire un savoir en design qui soit autre chose, ou quelque chose de plus, ou quelque chose en plus que le savoir-faire qui est déjà au cœur de cette pratique. Voilà. Alors, je ne sais pas où je dois viser, oui. Donc, en introduction, je voudrais simplement vous dire quelques mots sur la question de la définition du design. Si on se réfère au Design Dictionary, qui est un dictionnaire de référence en langue anglaise de 2008, on peut lire ceci au début de l'article design. Si vous cherchez dans le Design Dictionary le mot design, on vous dit « Au risque de vous décevoir, cher lecteur, il est impossible de donner une définition unique et faisant autorité du terme central de ce dictionnaire design ». Ça commence mal pour un dictionnaire.
Alors je vous rassure, il y a quand même 2 pages ensuite qui essaient de donner des précisions, mais on s'aperçoit quand on essaie de définir le design que soit on est confronté à ce que j'appelle des tentatives de réductionnisme, où il va s'agir de réduire le design à autre chose. Le design, c'est une branche de l'architecture, ou le design, c'est de l'art, ou le design, finalement, c'est de la consommation ou du marketing. Ou le design, c'est l'industrie, ou alors le design, c'est la technique. Il y a toujours du design depuis que l'homme fabrique des outils, lit-on parfois. Ou le design, finalement, c'est l'artisanat. Donc on trouve, là, je pourrais le documenter, c'est le cas dans le que sais-je, des références qui réduisent le design à autre chose. À l'inverse, on trouve des tentatives de définition qui tentent, que j'appelle expansionnistes, c'est-à-dire qui tentent de montrer que tout serait design. On trouve pas mal d'auteurs, comme ceux qui sont cités ici rapidement. Tout est aujourd'hui affaire de design, disait Wilhelm Flusser à la fin des années 90. Nous vivons dans un univers de design total, nous dit le critique d'art américain Hal Foster, etc., etc. Notre vie n'est que design. Nous dit l'auteur du Design pour les nuls, un livre qui est sorti aussi récemment. Donc on a comme ça 2 façons d'aborder le design qui, je trouve, finalement, échouent d'une certaine manière à l'aborder, puisque soit il est réduit à autre chose que lui-même, soit il est tout. Bon. Alors moi, je pose la question en philosophe, le design est-il quelque chose plutôt que rien ? Sous une forme comme ça un petit peu humoristique, mais très très sérieuse. C'est-à-dire que j'essaie de me poser une question assez fondamentale finalement. Quelle est la spécificité du design par rapport à d'autres pratiques ou d'autres disciplines, que ce soit le marketing, l'architecture, l'ingénierie, etc. Et comment le définir ? Bon. Alors il y a une sorte de plaisanterie chez les anglo-saxons assez intéressante qui dit, par métaphore, la preuve du pudding est dans le fait de le manger. Bien, donc pourquoi on s'embêterait à chercher ce que c'est le design ? Pour savoir, il suffit d'en faire. La preuve du design ou la définition du design est dans le fait d'en faire. Ce qui n'est pas faux. Mais ce n'est pas suffisant ni satisfaisant, puisque comme le dit très bien mon collègue Alain Findeli, on serait mal avisé de rechercher la preuve du pudding, puisque la blague originelle, elle n'est effectivement pas à propos du design, mais du pudding. On serait mal avisé de rechercher la preuve du pudding en le mangeant, si c'est le mauvais pudding qu'on nous a servi. Donc, Alain Findeli, en répondant ainsi à cette boutade, nous invite justement à nous assurer qu'il s'agit bien du bon pudding. Eh bien, c'est ça la théorie. C'est-à-dire, à un moment donné, il faut bien... Une recette, c'est une théorie, même si elle a été nourrie par la pratique. Donc, je suis là pour démontrer, ou essayer de démontrer que une interrogation sur ce qu'est le design ne peut se réduire au fait de se soumettre à ce qu'il est dans la pratique, et qu'il faut justement essayer de se donner ce recul théorique. Alors il y a quand même eu des définitions, je les passe vite. L'ICSID, l'International Council of Societies of Industrial Design, avait proposé d'ailleurs depuis 40 ans plusieurs définitions. Ça, c'est la dernière de 2002, une activité créatrice dont le but est de présenter les multiples facettes de la qualité des objets, des procédés, des services. Bon. Donc un travail sur la qualité des artefacts. On peut trouver des définitions chez les chercheurs anglo-saxons d'il y a 20-30 ans qui nous proposent d'aborder le design comme une discipline qui serait entre les sciences et les disciplines littéraires, ce qu'on appelle les humanités en langage anglo-saxon, et qui consiste, on le voit ici, dans le domaine de compréhension, de compétences, d'expérience humaine, par lequel l'homme s'intéresse à l'adaptation de son environnement à ses besoins. L'homme est au milieu d'un environnement, de plusieurs types d'environnements, naturels, technologiques, économiques, et il faut adapter les environnements à l'homme, ou ses besoins à ses environnements. Bon, ça, c'est une autre façon d'aborder le design. Bref, quoi qu'il en soit, je ne vais pas retracer toute l'histoire des définitions du design, mais il y a un champ de réflexion qui s'est développé dans le monde universitaire qu'on appelle les design studies, et qui consiste à étudier ce qu'il y a de propre au designer, ce que les Anglais ont appelé le designerly way of thinking. Et en fait, sachez que c'est là l'origine du design thinking tel qu'on l'emploie aujourd'hui. Ça vient de 2 grands chercheurs anglais, Bruce Archer et Nigel Cross, qui parlaient du designerly way of knowing, du designerly way of thinking, c'est-à-dire la manière, c'est intraduisible, la manière qu'ont de penser les designers. Designerly, on ne peut pas traduire ça en français, déjà que le design est un anglicisme. Voilà, c'est ce qui a fait dire à Nigel Cross dès 1982 que le design est une culture en lui-même, qu'il est une discipline, et ça veut donc dire qu'il ne se réduit pas à d'autres, qu'il n'est pas l'architecture, qu'il n'est pas l'ingénierie, qu'il n'est pas le marketing, etc.
Alors si on part de ce principe, parce qu'il faut que j'avance un peu, on arrive à l'idée que le design n'est pas seulement une profession, c'est-à-dire un métier, avec des savoir-faire, mais qu'il est aussi une discipline, c'est-à-dire un champ du savoir. Donc toute la question, et c'est celle que je pose aujourd'hui dans le débat, en quoi le design est-il un savoir? D'ailleurs, il y a une faute là dans mon slide. Quel est le champ du savoir en design? Alors, ça pourrait prendre beaucoup de temps de répondre à cette question. Je vais essayer de me focaliser sur quelques éléments clés. Je vais passer un peu vite là-dessus, puisque ce sont des éléments qu'on retrouve dans le livre. C'est la genèse théorique du design, c'est-à-dire les différents courants intellectuels et créatifs qui ont amené à la naissance du design. Je les cite vite, les arts and crafts, auxquels cette masterclass fait un bel hommage euphonique. L'art nouveau, le Deutscher Werkbund pour ceux qui connaissent un peu cette partie-là de notre histoire. Après, il y a eu le Bauhaus et l'industrial design qu'en France, on a voulu traduire par esthétique industrielle avant qu'on se rende compte que ça nous posait plus de problèmes qu'autre chose, ce qui nous a fait adopter nous aussi le mot design. Mais s'intéresser au savoir en design, c'est à la fois comprendre l'évolution de cette notion. Là, on voit par exemple une idée qui plaira à Geoffrey que Klaus Krippendorf a montré que le design contemporain consistait à être moins centré sur la technologie et plus centré sur l'humain. Ça, c'est très récent, on pourrait dire depuis une quinzaine d'années. On pourrait se demander, ça aussi, c'est une question qui relève de la théorie. Qu'est-ce qu'un projet de design? C'est quoi mener un projet? Et en quoi répondre à cette question peut nous aider à en faire du projet, du design? Alors là, il y a plein de modèles, je vais les faire passer très vite parce qu'il faudrait les commenter mieux. On peut dire qu'un acte de design ou un projet, c'est 2 temps, un temps de conception, un temps de réception. Souvent, on réduit le design au temps de conception, puisque d'ailleurs en anglais, le mot design veut dire concevoir. Mais si on prend en compte la partie de usager jusqu'au bout, il y a tout un domaine aussi dans la réception des projets qu'il faut prendre en compte. Qu'est-ce qu'un projet? Il y a plein de modèles qui y répondent. Le double diamant qui est bien connu, qui est une façon de décrire le déroulement type d'un projet de design, découvrir, définir, développer, délivrer ou livrer. Je passe là aussi assez vite. Mais il y a plein d'autres possibilités pour faire comprendre la complexité du processus de conception. Par exemple, ici, on voit dans le modèle de Newman que, un peu idéaliste et un peu romantique, d'ailleurs, comme si tout d'un coup, ça allait tout se clarifier petit à petit en partant d'un grand désordre originel. Là, on voit un autre modèle qui montre que les étapes d'un projet, elles se superposent. C'est pas purement additionnel ou linéaire. Donc voilà, ça c'est le modèle du design thinking tel qu'il a été publié en 2008 dans la Harvard Business Review par Tim Brown, qui nous dit qu'en fait, un projet, c'est pas des étapes, c'est des boucles. C'est-à-dire que c'est itératif et qu'on peut recommencer de manière infinie les mêmes étapes, en l'occurrence inspiration et idéation. Et donc, on voit que la manière même de définir ce qu'est un acte de design, qu'on va appeler, nous, un projet, elle-même appelle des réponses théoriques assez variées. On aurait pu parler, d'ailleurs, au sein du design thinking, d'un autre schéma qui permet de montrer comment le design thinking est au croisement de l'ingénierie, du marketing et du design, puisque vous savez que le modèle intégratif du design thinking, c'est le point de rencontre entre la désirabilité des usagers, la faisabilité technique et la viabilité économique. Le design thinking se situe au carrefour de ces 3 aspects. Voilà, alors ça c'est intéressant, c'est en un seul modèle, Alain Findeli et Rabah Bousbassi à l'Université de Montréal ont réussi à résumer 50 ans de théorie du design en un dessin, qui peut paraître comme ça assez banal, quand on n'a pas forcément les clés de lecture qui ont été développées dans l'article de 2005 qui le présentait. Mais en gros, si vous voulez, il faut le lire en allant du centre vers la périphérie. Ce mouvement-là, du centre vers la périphérie, c'est le mouvement de l'histoire. Donc au début, on est centré sur l'objet, c'est le design industriel, c'est le design de produits. Et puis on avance un peu, dans les années 70, on s'intéresse aux fonctions. Alors il y a 2 phases, parce qu'il y a l'amont et l'aval. L'amont, c'est la conception, c'est du côté du concepteur. Et l'aval, c'est la réception, c'est du côté du récepteur, c'est-à-dire de l'usager. Et c'est-à-dire quand le projet est livré. D'accord ? Donc après, les concepteurs se sont intéressés au processus du projet. Et donc en même temps, on s'intéressait aux fonctions, orienté, le design centré utilisateur, c'est ça, on s'intéressait aux fonctions, à l'ergonomie côté usager. Et puis l'étape suivante, on s'est intéressé, peut-être à peu près, c'est difficile à chiffrer, à partir des années 90, aux acteurs, côté concepteur,
Hein, on parle beaucoup d'usagers maintenant. Ce qui nous a amené, côté usager ou réception, à penser le design comme un design d'expérience. Là, on est passé du design de l'objet au design d'une expérience qui peut être globale, comme dans le design de service, par exemple. Et déjà, ça montre assez bien ce schéma. L'évolution de la notion de design, au fond, c'est une des thèses principales du que sais-je, c'est de montrer que la notion de design n'est plus réduite ou réductible à la notion de design industriel. Voilà. Alors, pour terminer en dernière partie, eh bien, je voudrais vous introduire l'idée que le champ du savoir en design peut être défini et peut être nommé. C'est ce que différents articles et travaux tentent de faire depuis quelques années. Je contribue un petit peu aussi à ce travail en parlant avec d'autres de sciences du design au pluriel. Il y a les sciences du langage, il y a les sciences de l'éducation, il y a les sciences de l'information et de la communication, il y a les sciences de gestion. Là, je nomme des disciplines qui ont un statut universitaire, c'est-à-dire pour ceux qui connaissent ce type de nomenclature, des disciplines qui sont répertoriées par le Conseil national des universités. Le Conseil national des universités n'incorpore pas dans ses listes le design en tant que tel, il parle d'arts appliqués, mais l'expression science du design est une invitation à penser un champ disciplinaire qui lui-même est interdisciplinaire, c'est pour ça qu'on dit science au pluriel de, et qui serait propre au design, puisque je dis depuis tout à l'heure qu'on est en train d'essayer de penser ce qu'il y a de propre au design, de spécifique. Alors très vite, je ne vais pas trop m'étendre parce que là, je crois que j'avais préparé trop d'images, mais ça convoque la question de la relation entre recherche et design. Beaucoup d'auteurs ont essayé de comprendre qu'est-ce que ça peut être de faire de la recherche en design. En gros, l'idée qui émerge, c'est que la pratique de design ne suffit pas à être de la recherche. Et en même temps, il y a des gens qui disent « mais moi, je suis designer, je suis en quête de quelque chose dans mon travail, donc je suis un chercheur ». Donc là, il y a un poids de conflit théorique qui n'est pas tout à fait résolu, mais qui est assez intéressant. Voilà. Donc les Anglais nous disent, voilà, ce qui fait la recherche en design, c'est justement la recherche du savoir. Bon. Donc si vous faites par exemple un projet de design d'expérience globale où il s'agit de concevoir, je ne sais pas moi, un hôtel qui répondrait à un modèle très particulier de l'hospitalité. Ça, c'est un travail de pratique de designer. Mais vous pouvez aussi être un chercheur en design qui vient sur le terrain, voir comment ce projet d'hôtel se met en place et comment il contribue ou pas à repenser la notion d'hospitalité. Et là, vous pouvez produire un savoir sur l'hospitalité grâce à une expérience concrète de terrain qui est un projet d'hôtel qui met en valeur l'hospitalité. Voyez, comme un sociologue va aller sur le terrain, où un ethnologue va aller sur le terrain, rencontrer des usagers, observer des pratiques, ou comme un physicien va faire une expérience dans son laboratoire, le chercheur en design, lui, il peut aussi se servir des projets de design pour essayer d'améliorer la compréhension qu'on a du monde. Voilà en gros l'idée. Donc j'avance un peu pour conclure. Ça, c'est une définition qui résume assez bien, même si en fait, derrière chacun des mots de ces définitions, il y a 2 pages d'explication, donc il faudrait la reprendre. Mais la recherche en design, c'est ça, c'est la quête d'un savoir, une quête qui est systématique, et qui est en rapport avec l'écologie humaine généralisée, ça veut dire l'étude de l'homme dans ses environnements. Et il s'agit de mieux comprendre la condition humaine, mais par le design, et pas par la sociologie, par la géographie, par la philosophie. C'est l'idée que le design peut apporter un certain regard sur le monde que d'autres disciplines n'apporteront pas. Voilà. Alors nous appelons maintenant, avec quelques autres, ce champ les sciences du design, que je définis ainsi. Les sciences du design ont pour objet l'acte de design, c'est-à-dire l'acte du projet, à la fois côté concepteur et à la fois côté récepteur. Ce que Alain Findeli souvent aussi présente sous la forme d'une couronne, avec le cœur qui doit encore être rempli, qui est la théorie du design en elle-même, et la périphérie de la couronne qui représente toutes les autres disciplines, marketing, sociologie, ethnologie, technologie, qui vont nourrir la pratique du designer. Voilà. Du coup, nous avons fait de cette expression science du design le nom d'une revue, une revue scientifique, comme on dit dans le monde universitaire, une revue de recherche qui va bientôt paraître en mai 2015, où le premier numéro sortira. Vous êtes tous invités à la lire et à vous abonner. Et elle s'appelle Sciences du design. Merci beaucoup.
Hop là, merci Stéphane, c'est passionnant et je vous conseille son bouquin, il est très bien et c'est très bien qu'un philosophe puisse parler d'une des questions qui hantent les designers, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que le design, quoi. Parce qu'en fait, moi je m'appelle Geoffrey, je suis designer, voilà, je vous dis bonjour et puis surtout merci d'être là. Je suis très content de l'invitation et puis très content aussi de pouvoir partager cette question et partager ces questions qui sont derrière le design. Donc je m'appelle Geoffrey Dorn, j'ai fondé Design and Human. Et en fait, je ne vais pas du tout vous parler de moi, je vais surtout vous parler de vous, parce que moi, c'est ce qui m'intéresse. Justement, Stéphane parlait de la recherche en design. J'ai été chercheur pendant 2 ans en design à l'ENSAD Lab, avec cette question et ces multiples questions de pourquoi et à qui on s'adresse en faisant du design et en produisant des formes de design aussi nombreuses qu'elles soient. Donc voilà, donc ce qui m'intéresse, c'est vous, parce que pour moi, le design, c'est vous. C'est des gens, c'est des coutumes, c'est des habitudes, c'est des expériences, c'est des cultures, c'est énormément de choses. Et j'ai l'impression que derrière chaque personne, il y a des réponses de design possibles. Et j'adore, moi, c'est observer les usages, vous observez, regardez, notez ce que vous faites, ce que vous ne faites pas, ce que vous faites différemment, comment vous hackez les systèmes, comment vous détournez, ou au contraire, comment est-ce qu'il y a des choses qui se répètent dans vos habitudes de chacune et chacun. Et pour moi, le design, c'est ça aussi, c'est vraiment de pouvoir se plonger dans cette recherche sur l'humain. Et donc, pour résumer très, très facilement, on va dire de façon très, très schématique, il y a le côté design traditionnel, comme très souvent, voilà, on demande à quelqu'un dans la rue qu'est-ce que c'est que le design. C'est des meubles, c'est du mobilier, c'est des objets, c'est rendre plus performant, c'est répondre à un problème. On va dire il y a le côté la performance, quoi. On essaye de rendre ça mieux, de rendre ça plus puissant, plus grand. Voilà, à l'époque, il y avait une marque à la pomme qui innovait. Aujourd'hui, ils font des écrans plus grands. Je critique un petit peu, mais ça m'a déçu. Au fond, j'attends encore d'être surpris, peut-être avec une voiture. Allez savoir. Ensuite, évidemment, on a le design thinking. Alors, vous en entendez parler régulièrement, j'imagine. Le cliché de ça, c'est on met des post-it, on réfléchit tous ensemble et youpi, c'est bien. Sauf que le design thinking, c'est beaucoup plus profond que ça. Il y a une grosse dérive, on va dire, commerciale du design thinking et qui est pour moi un travers, en tout cas une manipulation de cette idée de design thinking. Et même si encore il y a des très belles choses à faire et à voir avec le design thinking. Et moi j'essaye d'aborder justement la question de human design, c'est-à-dire on va essayer de prendre la question du design par l'humain, par l'utilisateur. Alors ça paraît évident d'un côté, et en même temps c'est pas le cas. Sur plein de projets c'est pas le cas. Sur plein de projets le design il est pris par la question technologique, il est pris par la question de l'esthétique, il est pris par la question commerciale, il est pris par la question du marketing, etc., etc., etc. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de prendre le design et de mettre l'humain au centre de cette question du design. Alors, pour faire plaisir à Stéphane, je cite Findeli justement, voilà, la fin ou le but du design est d'améliorer ou au moins de maintenir l'habitabilité du monde dans toutes ses dimensions. Et le terme d'habitabilité du monde, je trouve très beau, parce que évidemment, il y a cette notion de pérennité, cette notion aussi de qu'est-ce qu'on fait de ce qu'on a. Donc pour moi, c'est des questions éthiques aussi qui se placent derrière la question du design. Et donc, au travers de toutes ces dimensions, c'est ça aussi qui est beau, c'est que c'est universel. Donc, quand je dis voilà à qui on s'adresse, on peut voir ça, on peut voir les gens pour qui on fait les choses comme des consommateurs, des clients, des usagers, d'une cible. On parle de target, d'un acheteur, un bénéficiaire, etc. On peut voir les usagers, les gens pour qui on crée les choses de cet angle-là, mais on peut aussi les voir d'une autre façon. Lecteur, un utilisateur, un citoyen, une personne, un acteur, un humain. Et donc je pense que dans la façon dont on prend acte et dont on regarde l'autre, c'est déjà un acte de design, c'est déjà un acte éthique, c'est déjà un acte, on va dire, engagé, à mon sens. Donc voilà, par exemple, quand on a Raymond Loewy qui fait du design pour la NASA, il n'est jamais dans l'espace, mais tout à coup, il va devoir comprendre ce que c'est que d'être dans un pesanteur, comprendre ce que c'est que de faire du mobilier, de faire des sièges, etc., pour des spationautes, pour des astronautes qui, justement, vont devoir utiliser son travail. Ça, moi, je trouve assez amusant de se mettre dans la peau de quelqu'un qu'on ne pourra jamais être, parce qu'en effet, il n'est jamais dans l'espace, le pauvre. Pareil, être dans la peau de quelqu'un qu'on ne pourra jamais être, ça, c'est un projet qui s'appelle Heidi's Box, et c'est Philippe Stark qui l'a réalisé, notamment, et c'est un projet de livre pour les personnes réfugiées. Et donc, évidemment, plutôt que d'aller imaginer ça tout seul dans sa cave, il a réfléchi avec Librairies sans frontières et une UNHCR, évidemment, avec cette idée de se dire, voilà, on va créer, on va réfléchir, on va prendre le savoir, on va aller faire des études sociaux, des études ethno, on va aller aussi sur le terrain, pour pouvoir s'imprégner
entrer en empathie. Pour moi, c'est un mot qui est très beau, le mot empathie. Ça vient de pathos, la souffrance, et ça veut dire être en souffrance avec la personne. Alors évidemment, c'est pas que de la souffrance, il y a aussi raisonner avec les gens, mais pour moi, c'est une façon aussi de concevoir des choses qui essayent, en tout cas, d'être honnêtes et d'être justes. Et donc plutôt nous-mêmes de sortir de sa zone de confort, évidemment, on vous le répète à longueur de temps, il faut aller vers la zone de confort des gens, savoir dans quoi ils sont bien, dans quoi ils ont leur routine, leurs habitudes dont je vous parlais tout à l'heure. Et donc pour moi, en tant que designer, il faut aller vers ces zones de confort-là. Et c'est très précieux, c'est très important pour justement soit les en sortir, soit au contraire leur servir exactement ce qu'ils ont besoin dans cette zone de confort. Et donc, je vais juste faire quelques petits exemples, parce que pour moi, le design, c'est aussi des objets, des produits, des choses, des services, des expériences, des interfaces. Il y a plein de choses, c'est des représentations en tout cas, et c'est pas que de la théorie. Et donc là, par exemple, dans le mouvement Jugaad en Inde, vous connaissez sûrement cet esprit, cette pensée de Jugaad. Ça, c'est une façon dont on peut faire la queue. Alors, je trouve ça très intéressant, très amusant. Et tout à coup, ce qui est amusant là-dedans, c'est que tout à coup, il y a des gens qui ont tracé au scotch des petits carrés en disant bah, tiens, voilà, on va rendre compréhensible, on va mettre une interface sur cette façon de faire la queue, c'est-à-dire en mettant les chaussures de chacun les unes à la suite des autres. Et ça, je trouve ça amusant. Pour moi, c'est une façon d'observer et ensuite, il y a des choses à créer avec ça. Une autre chose aussi en Inde. Vous avez peut-être déjà voyagé en Inde ou vu en tout cas comment se passe la circulation automobile en Inde. On a des scooters, des motos, des voitures, des véhicules, des camions. C'est un petit peu chaotique et les gens roulent au klaxon. Ils roulent au feeling comme ils peuvent. Et donc pour les personnes âgées et en tout cas pour les gens qui veulent traverser, qui habitent près des routes, c'est assez compliqué, c'est assez dangereux. Et donc là, il y a quelqu'un qui a réalisé cette petite canne en bois avec une sonnette de vélo. C'est très simple. C'est ce qu'on appelle la pensée de Jugaad, c'est-à-dire en Europe, les industriels qui vendent des voitures et plus personne ne veut acheter leur voiture, donc ils appellent ça l'innovation frugale. C'est-à-dire comment est-ce qu'on fait mieux mais avec moins. Comment est-ce qu'on va essayer d'aller dans l'économie de l'effort, dans le côté intelligent aussi de cette innovation. Et donc si vous voyez cette espèce de petite canne là, si vous voulez l'acheter, ça n'existe pas. Il va falloir la faire vous-même. Il va falloir la créer pour vos grands-parents par exemple. Un autre exemple, à Manille, on a ici des petites cahutes, des petites maisons, des bidonvilles, pardon, dans lesquels on n'a pas de lumière. Alors évidemment, il n'y a pas d'électricité du tout. Et donc ça, c'est un projet que j'ai trouvé très beau, dans lequel on a la possibilité de faire de la lumière, mais sans électricité. Il y a un côté un peu magique, il y a un côté un petit peu fantasmatique aussi, mais c'est rien d'autre qu'une bouteille de Coca-Cola coupée en deux, dans lequel on met un peu d'eau et un peu de javel, et qui va venir diffracter la lumière. C'est pas grand-chose, et évidemment, ensuite, ça a été porté à plus grande échelle, ça a été découpé, il y a des gens qui sont amusés à découper des ardoises en métal, et dans lesquelles on met la bouteille, et on vient distribuer ce genre de système à des gens et à des gens qui en ont besoin. Et puis pour finir ce petit tour du monde, là en Afghanistan, on a quelqu'un qui s'appelle Massoud Hassania, qui a réalisé un très beau projet qui s'appelle Minecraft. Le principe c'est simple, vous avez des champs de mines. Alors je ne sais pas si vous savez, pour déminer un champ de mines, soit c'est des gens qui y font avec des grosses chaussures et de temps en temps ils sautent, ou alors de temps en temps ils arrivent à déminer les mines, soit c'est des grands chars d'assaut dans lesquels il y a des chaînes de vent et ça fait exploser les mines. Lui, ce qu'il a réalisé, c'est un projet qui fait à peu près 3 mètres de haut, je crois. C'est une espèce d'énorme boule avec des bâtons en bambou au milieu et des gros pieds en plastique. Et à l'intérieur de cette grande boule, il y a un cœur dans lequel il y a un GPS. Et tout simplement, cette boule, portée par le vent, va se déplacer de façon aléatoire grâce au vent et va envoyer sa position par GPS. Évidemment, quand la boule va tomber sur une mine, elle va exploser. Évidemment, on aura pu récupérer le tracé GPS. Hop là, c'est pas grave. Et évidemment, on pourra reprendre le cœur, on pourra remplacer les pieds en bambou parce que ça coûte rien, c'est facile à manipuler, et on pourra réassembler l'ensemble avec des pieds en plastique. C'est hyper simple, c'est brillant, et pour moi, c'est utile. C'est du design dans lequel on met du sens. Donc là, vous avez vu la slide suivante. C'est Kenya Hara qui dit justement que le design n'est pas une chose qui est, mais une chose qui arrive. Stéphane Vial justement parlait du côté le fait de produire des choses et les effets de ces choses. Pour moi, c'est très important de pouvoir se dire que ce qu'on va créer, ce qu'on va produire, ce qu'on va développer va provoquer des éléments, va provoquer des interactions sociales, va provoquer des émotions, va provoquer des enjeux très importants sociaux, ou alors ça va provoquer très peu de choses aussi, on ne peut pas toujours l'anticiper. Et pour moi, il faut anticiper le design aussi dans son acte, on va dire, social et dans ce que ça va provoquer entre les gens.
Et donc pour conclure rapidement, parce qu'on n'avait qu'un petit quart d'heure, je voulais vous donner juste 5 clés pour moi, un design humain, ce que ça peut être. Tout d'abord, quand vous créez des choses, il faut vous poser la question de qu'est-ce que c'est qu'une meilleure vie, une vie meilleure. Alors évidemment, ce n'est pas votre réponse à vous, mais quand je parlais de zone de confort tout à l'heure, chacun a en tête un petit bout de qu'est-ce que ça pourrait être la vie meilleure. Alors ça peut paraître un peu idéaliste, et en même temps, il faut se diriger vers ces enjeux-là. Il faut se diriger, il faut aller chercher dans la tête des gens, il faut aller chercher dans leurs habitudes, il faut aller chercher un petit peu dans ce qui les anime, pour essayer de créer en ce sens aussi. Pour essayer de se dire, bon, moi j'ai ma façon de voir ce que ça pourrait être la vie meilleure, mais chacun aussi peut avoir une façon de penser cette vie meilleure. Ensuite, pour moi, un des points très importants, c'est que le design vient des autres. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est le design, c'est vous. Là, par exemple, c'est une photo que j'ai prise dans une conférence, justement, où une jeune fille mettait son smartphone sur son écran d'ordinateur. Et je me suis dit, il n'y a rien qui existe pour ça. Il n'y a pas d'interface qui connecte les deux. Je ne vais pas pouvoir glisser sur mon écran tactile de smartphone vers mon ordinateur et vice-versa. Il n'y a pas d'interaction qui se crée réellement. Et il y a peut-être des choses à imaginer, peut-être, entre cette interaction-là. Donc ça vient des autres. Et en même temps, qui aurait pu imaginer que quel designer chez Facebook, parce que sachez qu'il y a des designers chez Facebook, on ne le sait pas toujours, aurait pu se retrouver sous forme d'un temple en Inde avec toutes les divinités sous forme de page Facebook. Tout à coup, le design, ça vient nous échapper. Ça, je trouve ça très beau. Quand vous faites un projet, que ça vous échappe et que les gens font autre chose que ce pourquoi vous l'avez conçu au départ. Ensuite, pour moi, un troisième point qui est très important, c'est que c'est une pensée de l'action. Ici, il y a un Fab Lab. Je suis ravi d'avoir pu visiter cet endroit. Il y a des machines pour faire des choses. Aujourd'hui, on n'a jamais eu autant d'outils et de façons de pouvoir créer, de pouvoir prototyper facilement, rapidement. Vous avez des frameworks, vous avez des Fab Labs, vous avez le coût des composants électroniques est vraiment très faible. Vous avez la possibilité justement d'apprendre le code et d'apprendre le design, et d'apprendre énormément de choses de façon, on va dire, très accessible, très simple. Donc, j'inscrirai le design en tout cas dans une pensée de l'action et dans une pensée en tout cas du prototypage pour ensuite mettre ces prototypes dans les mains des gens, les faire tester, itérer, etc. etc. Ça, c'est un exemple avec Paul McCarthy qui a son fils Léon qui a justement une maladie et il n'a pas de main sur son bras gauche. Et donc son père, plutôt que d'acheter une prothèse, sachant que son fils va grandir, il va falloir changer la prothèse régulièrement, il a acheté une imprimante 3D, il a appris la 3D et il a commencé à prototyper des mains sous forme de concept, on va dire, qu'il a pu itérer avec son fils. Et il lui a dit, celle-ci, elle est mieux, celle-ci, elle est moins bien. Qu'est-ce qui marche mieux, qu'est-ce qui marche moins bien? On va l'améliorer, on va la fabriquer ensemble. Je trouve cet acte-là très beau, et ce qui est encore plus beau, c'est qu'il a pu le partager, le mettre en ligne. Et aujourd'hui, il y a plein de gens qui utilisent son processus de création, qui l'améliorent, qui le hackent, qui le détournent, qui en font plein de choses aussi. Quatrième point, c'est que le design, aussi, c'est un vecteur de relations sociales, de relations humaines, et ça, c'est ce qui est très beau. Ce que vous voyez en arrière-plan ici, c'est une cabine téléphonique. Alors aujourd'hui, qui va encore dans les cabines téléphoniques si ce n'est pour s'abriter de la pluie, les SDF pour dormir, ou encore les gens pour téléphoner, mais avec leur smartphone pour être un petit peu au calme. Et bien là, des gens en ont fait une bibliothèque, tout simplement une bibliothèque de rue dans laquelle je vais pirater, hacker, détourner la cabine téléphonique. Je vais pouvoir y mettre des livres que je vais laisser à disposition de chacun. Et les gens vont pouvoir s'y approprier, prendre un livre, en remettre un, vider leur bibliothèque s'ils veulent, etc. Peut-être même on retrouvera ton livre, Stéphane, va savoir. Et ensuite, un dernier point pour moi qui est très important, c'est transformer les comment en pourquoi. Parce que c'est vrai que la question du comment, elle est très souvent récurrente. Comment je vais mettre ma marque sur tous les supports de communication? Comment on va utiliser cette technologie, etc., etc. Et pour moi, une question qui est très importante, c'est surtout pourquoi. Pourquoi aujourd'hui les gens dans un concert en 2015 ça ressemble à ça? Les gens sont avec leur smartphone, ils filment. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on a des usages? Alors ça c'est un très beau projet de Nicolas Nova qui s'appelle Curious Rituals, dans lequel justement ont été justement annotés voilà, ces gens qui filment, le fait de poser son sac avec son badge RFID pour scanner un pass de transport par exemple, il n'y a aucun sac qui a été conçu pour ça. Le fait de se retrouver dans le noir dans les toilettes parce qu'il y a un détecteur de lumière, ça a mal été conçu. Le fait de pouvoir regarder son ordinateur de façon inclinée dans son lit, il n'y a aucun site ni aucune interface qui est pensée pour ça. Bref, il y a plein de comment à poser, de questions à poser. Et pour conclure très très rapidement, je citerai Tim Brown, qui est le PDG de IDEO, qui dit que le design est trop important pour le laisser uniquement dans les mains des designers. C'est une belle phrase et justement ça fait écho au design thinking, ça fait écho au design au sens très large. Et puis je dirais moi-même que tout acte de design, même petit, est un acte éthique, sensé et qui doit être profondément humain. Voilà. Je vous remercie beaucoup et si ça vous intéresse de contribuer un petit peu à cette pensée-là, je voulais vous demander pour vous, si vous tweetez un petit peu, quelle est la grande ou petite cause, peu importe si c'est un truc immensément mondial, génial, très important, ou même au quotidien, quelque chose pour laquelle vous jugez le design humain
qui est important. N'hésitez pas à tweeter avec Design and Human, il y a déjà des gens qui contribuent à cette pensée-là. Voilà, je vous remercie beaucoup, et puis je vais laisser la parole au prochain intervenant. Merci. Alors je remercie Nicolas de m'avoir dit de venir les mains dans les poches. Ce que j'ai fait. Alors ça va m'éviter un truc, ça va m'éviter de vous vendre une cafetière, un grille-pain, une bouilloire, un tournevis, un interrupteur, mais je vais quand même pas, ça va pas m'empêcher d'en parler quand même un petit peu. Donc moi, si je me positionne un petit peu par rapport à ce qui a été dit, j'anime une équipe de trouveurs en design. Je suis à la tête d'une équipe qui n'est pas une équipe d'artistes. Je vais citer Bernard Rébier, qui est le patron de Fermob, qui dit l'art est une question, le design est une réponse. Donc on essaye d'apporter des réponses. Elles ne sont pas toujours très justes. Je suis sûr que vous avez des critiques à faire sur les produits sur lesquels on travaille. Pour vous donner une petite idée, alors je reviens un peu les pieds très sur terre. On est dans une école de commerce. Donc je travaille pour un groupe qui fait un peu plus de 4 milliards de chiffre d'affaires. On sort officiellement 220 produits nouveaux par an. On vend 6 produits par seconde. Et on est 17 designers intégrés pour 700 personnes en développement produit. Alors on met marketing, recherche et développement et design. Et on fait travailler un peu plus d'une petite vingtaine d'agences dans le monde. Alors que vous dire d'autre à part ça? Bon, par rapport à ce qui a été dit, on est dans le pratique, on est dans le quotidien. Moi, je suis toujours intéressé de lire ce qui est écrit sur le design pour essayer de comprendre et de me positionner par rapport à ce que d'autres peuvent faire. On est dans un design assez pragmatique. Je suis toujours un peu interloqué quand on me parle aujourd'hui de design centré utilisateur, parce que on a toujours travaillé pour l'utilisateur. Je ne veux pas que parler de mon expérience, mais je suis quand même un peu là pour ça. Mais mon premier job a été d'être embauché par le groupe Legrand pour dessiner des boutons électriques. Et en me disant, oui, il faut absolument que ça plaise aux architectes. En fait, le client numéro 1 du bouton électrique, c'est ni vous ni moi, c'est l'électricien. Et j'ai compris ça le jour où j'ai vu un électricien me dire à son apprenti, tu as fini de poser les interrupteurs, va ranger la camionnette. Et lui était à genoux en train de poser les prises de courant. Et puis je lui dis, pourquoi votre apprenti ne peut pas vous aider? C'est un métier. Ah bon, c'est un métier? Oui, c'est un métier d'électricien. Non, c'est un métier de poser la prise de courant, parce qu'elle était suffisamment mal conçue pour nécessiter un tour de main. Mais aucune équipe marketing n'avait, par un questionnaire, pu détecter ça, puisque c'était naturel que l'utilisateur du produit développe ce tour de main pour arriver à poser cette prise de courant sans qu'elle risque de se déconnecter et qu'elle génère donc un problème du SAV. Et donc c'est en revenant avec ce genre d'observation un peu froide au départ qu'on est arrivé à modifier la conception de nos produits de façon à ce qu'on tienne compte du vrai destinataire du produit, de la partie service du produit qui était donc le câblage et qui était l'électricien. Ça paraît presque une évidence aujourd'hui, mais à l'époque, voilà, un designer, c'était l'esthétique. Je reviens à ce qu'on fait aujourd'hui. On a souvent, et c'est toute la difficulté de repositionner correctement le design dans l'entreprise. J'ai précisé qu'on n'était pas des artistes. Pourtant, on nous appelle un peu les artistes de l'entreprise. On est les seuls câblés un peu à hémisphère droit. Et en même temps, quand on nous appelle que pour ça, c'est trop tard. Et même encore aujourd'hui, en 2015, alors qu'il y a plein de théories qui ont été développées, des analyses, des choses comme ça, des pratiques, on a des briefs où toutes les solutions sont déjà dedans. Et puis on se rend compte que si on exécute bêtement ce qui est écrit, on a le énième fer à repasser, la énième bouilloire, qui n'a pas grand-chose à raconter de plus ou qui n'apporte pas tellement plus en termes d'usage. Et il faut vraiment repartir du fond, de la base, de la question toute bête, à quoi ça sert, à qui ça rend service, et puis après comment et où et pourquoi c'est fabriqué, et ainsi de suite. On revient à des choses très très basiques, mais c'est vraiment en repartant de la racine qu'on monte au ciel. Et ce qui est amusant, c'est quand on observe les produits qui fonctionnent réellement
mondialement, hein, c'est-à-dire, enfin, les vrais best-sellers, c'est justement ceux qui sont conçus comme ça. Alors après, il y a des théories qui permettent de recomprendre pourquoi et comment ça fonctionne, mais c'est toujours de la post-analyse. Personne n'arrive à faire du prédictif. Enfin, moi, dans mon expérience, j'arrive pas à faire du prédictif réel. Alors, j'essaye de pratiquer et de faire pratiquer ce design de la façon la plus fluide, la plus naturelle possible, en créant ces synergies interfonctionnelles et de créer une culture du projet design commune. Mais Nicolas peut en témoigner, parce qu'il vient animer chez nous des sessions de formation multifonctionnelles. C'est pas simple, parce que, alors je profite de cette tribune dans une école de commerce, parce que les cultures intellectuelles des différents acteurs d'un projet sont extrêmement verticales, sont en silo. Donc et c'est pour ça qu'on est aussi partenaire, et j'ai participé au fait que Seb aide le master d'Audencia là-dessus, parce que justement il y a un manque de connaissances mutuelles des différentes fonctions, et c'est sur le terrain seulement que jusqu'à présent les différentes fonctions se croisaient. Et je dis ça, et en même temps, il y a de temps en temps des très beaux miracles. Et quand vous regardez, pareil, en post-analyse, les raisons d'un succès d'un produit, c'est justement parce que cette alchimie s'est produite de façon presque fortuite entre les membres d'une équipe projet. Donc, moi, je milite simplement pour que le design soit juste aussi important que les deux autres piliers de l'entreprise, que sont marketing et R&D, qui ont lutté pendant des années. Hein. L'ingénierie avait le leadership en France, notamment pendant des années. Le marketing a pris le dessus. Bon, le design rame un peu derrière en disant « et moi, et moi, et moi ». Mais la vraie solution, elle est dans l'équilibre et dans l'harmonie. Et j'en parlais, je ne sais plus avec qui tout à l'heure, ça existe. En France, on a aussi cette culture-là qui fonctionne. Vous regardez ce qui se passe dans l'industrie du luxe, qui n'écrase pas la création, au contraire, qui la développe, qui la magnifie. On a un certain nombre d'exemples de boîtes créées par des gens qui ont une vision produit forte, et là je prêche pour ma paroisse, qui sont des designers. Je prends Bell & Ross par exemple, hein, la marque de montres. C'est un projet de diplôme d'un designer au départ, alors aidé par un de ses copains qui était marketeur. Hein, donc c'est en cela que je pense que le design est une condition nécessaire mais pas suffisante. On a besoin de marketing et d'ingénierie pour soutenir un produit. Et c'est là-dessus que le chemin est encore le plus long à faire pour que ce soit réellement systématique et qu'il n'y ait pas cette culture en silo qui nous empêche d'aller au fond du problème et du produit. Je terminerai juste par un exemple, parce qu'on peut évidemment, l'exemple d'Apple fonctionne pour tout le monde, hein, puis les derniers résultats d'Apple sont absolument fabuleux. Hein. On dit toujours il faut créer de la différenciation pour réussir sur un marché. Quand on voit le nombre de millions d'iPhone qui ont été vendus, là, c'est que les gens veulent tous la même chose, en fait. C'est un peu frappant. Mais par contre, oui, j'ai eu la chance, dans mes déplacements chez les fournisseurs, de rencontrer un des fournisseurs d'Apple qui fabrique les laptops, enfin les ordinateurs portables. Et cette boîte, taïwanaise à la base, mais qui fabrique en Chine, fabrique pour toutes les marques de portables. Et je discutais avec l'ingénieur développement, et je lui dis, mais quelle est la différence entre vos différents clients ? Eh bien, alors il me dit, les Américains, donc il avait IBM à l'époque, maintenant c'est passé chez les Chinois, mais IBM et HP, il me dit, là j'ai les ingénieurs. Non, j'ai les acheteurs, pardon, chez les Américains. Après les Japonais et les Coréens, il a les ingénieurs. Et Apple, c'est le seul qui envoie ses designers. Alors je ne dis pas qu'on est la clé du problème, on est un des morceaux de la solution, mais la petite différence est dans la sensibilité, dans le non dit, dans le non quantifiable, dans le petit côté, le petit supplément d'âme qu'apporte le design à un produit qui à la base est relativement inerte. Voilà. Donc je vais arrêter là sur mon petit témoignage, mais voilà, je pense qu'on a des échanges à faire là-dessus. Merci. On va beaucoup échanger avec vous, j'espère. On va vous passer la parole. J'ai juste une question avant, parce que maintenant qu'on a ce festival, qu'on a pas un Fab Lab, c'est pas un Fab Lab de manière littérale, mais un endroit où maqueter, bidouiller, etc. Se pose la question du design thinking versus les ways of thinking. Merci d'avoir pointé ça et de l'avoir précisé. Et il y a beaucoup de personnes qui tweetent et qui disent que les écoles de commerce ne sont pas légitimes à recourir aux outils, aux méthodes, aux approches, à la sensibilité du designer.
Et ça pose une espèce de conflit théorique entre guillemets sur finalement c'est quoi le design, qu'est-ce que je peux approprier, qu'est-ce que d'autres fonctions peuvent s'approprier, où se situe un petit peu la barrière de l'expertise du designer. Je trouve que c'est un sujet qui est passionnant, qui est profondément intéressant. Je passe la parole à un peu tout le monde, hein, tant dans l'entreprise qu'ailleurs, parce que c'est plus que tendance, un vrai sujet de fond sur qu'est-ce que c'est que le design et qu'est-ce qu'on en fait. Moi, ce que tu dis, sans forcément que tu poses une question très, très, très précise, mais tu pointes quand même effectivement les frontières disciplinaires. Et tout à l'heure, toi, tu parlais des cultures intellectuelles différentes des acteurs d'un projet. Donc je crois que ça fait aussi écho à ça. Puis effectivement, rien que la diversité de nos 3 profils aussi illustre cela. Moi, je me demande beaucoup ça depuis tout à l'heure. C'est qu'est-ce que vous pensez de ce qu'on dit, en fait. Et donc, ça va être intéressant d'échanger avec vous. Mais si je fais 1 ou 2 remarques comme ça, de manière assez spontanée, je crois qu'il y a 2 façons. Il y en a sûrement plus encore, mais je vois là tout de suite 2 façons de penser le design dans le monde du business ou de l'entreprise. C'est soit le design ne remet pas en cause le business model de l'entreprise, et que le business model est pensé par d'autres disciplines, et le design est exploité. Alors par exemple, je sais pas, il est pensé par le marketing, la com, ou l'ingénierie, ou que sais-je, ou la R&D, etc. Et le design va être utilisé comme un levier parmi d'autres. Et il est bon d'exploiter un peu plus ce levier. Il est toujours bon de l'exploiter un peu plus, ça c'est sûr. Il va être exploité pour faire fonctionner ce business model. Soit le design, qu'on peut appeler aussi le design stratégique, il est lui-même utilisé dès le départ pour penser le business model de l'entreprise. Et là, je pense que ça change encore plus les choses. Et donc, en réponse à la question que tu pointais, quelle est la légitimité des gens en marketing pour toucher aux outils du design, etc. D'abord, ça dépend peut-être de quel design on parle, parce que, sans l'avoir trop détaillé tout à l'heure, on a suggéré qu'il y avait aussi une diversité de types de design, le design thinking, le design de produit, le design graphique, le design de service. Il y a aussi des cultures différentes dans le design. Donc je crois que ça, c'est intéressant, parce que si je prends un exemple pour être concret, moi, c'est devenu mon exemple fétiche maintenant, c'est le TGV, puisque je le prends beaucoup, ne serait-ce que pour venir ici. Et donc, au départ, et c'est emblématique du modèle des entreprises, le design était piloté par l'ingénierie. Donc quand Roger Talon pense le TGV, c'est un ingénieur qui se trouve être aussi un designer, c'est un ingénieur artiste, comme disait de lui Jacques Viennot, son premier employeur, mais c'est quelqu'un qui pense justement l'usager dès le début, qui n'a pas besoin d'attendre Don Norman et les Américains qui nous parlent de design centré utilisateur pour penser les usages, c'est vrai. Quelqu'un qui fait du design industriel tel qu'il a été pensé classiquement pense les usages. Bon. Et puis, on voit que finalement, le design qui était piloté par l'ingénierie et qui du coup là il faut rendre grâce à l'ingénierie d'avoir un souci pour l'usage, et bien finalement le design devient à la SNCF piloté par la com, c'est-à-dire le marketing. Et donc les TGV, ça donne les TGV Christian Lacroix. Vous savez, cette série de TGV qu'on a depuis 5-6 ans là, qui sont de couleurs plus flashy, mais dans lesquelles il n'y a pas de poubelle, dans lesquelles on cherche son numéro de siège parce qu'il est, vous savez, il regarde le plafond, le numéro de siège, alors on cherche le numéro de siège. Bon, je ne refais pas toute l'histoire, j'en ai déjà beaucoup parlé sur les réseaux sociaux, mais c'est assez emblématique, ça, je trouve que. Et donc, où il est le design dans le modèle économique de l'entreprise? Et à quel moment il irrigue l'activité? Et puis aussi, quelles sont ses limites? Parce qu'il n'est pas tout puissant. Il faut aussi qu'il soit en relation, c'était dit tout à l'heure, avec d'autres disciplines. Donc, déjà, moi, je crois que ça serait intéressant de prendre le problème comme ça, quoi. Est-ce que le design, il est dans le marketing, ou est-ce qu'il vient lui-même repenser le marketing? Comment, etc. Non, mais la question du business model, elle est clé. Effectivement, moi je prends dans mon domaine James Dyson, designer qui se met à créer sa boîte parce que personne ne veut de son idée et qui puise dans sa frustration l'énergie de créer une boîte leader mondiale. C'est fabuleux. Mais ça n'empêche pas que d'autres continuent à vendre des aspirateurs classiques et que tout le monde pioche dans sa... à sa part du gâteau. Si je reviens à ta question sur les écoles, le design thinking, j'ai juste un problème avec ça. Si c'était qu'une méthode, ça serait assez simple. Et voir des écoles de commerce se l'approprier, ça m'enchante quelque part, parce qu'au moins, on se met à parler de design dans une école de commerce. Par contre, le pratiquer sans designer,
j'ai juste un doute. Et quand je vois des cabinets de consultants qui se proposent des démarches de design thinking dans lesquelles il n'y a pas de créatif, je me dis, il manque un ingrédient à la recette, c'est tout. Après, la sélection naturelle fera son œuvre. J'ai des doutes quant au succès d'un projet mené en design, malgré les bons outils que peuvent être le design thinking, sans l'apport d'un designer. C'est tout. Mais après, on peut avoir aussi un mauvais designer dans un projet de design thinking, ça fera aussi quelque chose de raté. Donc, il n'y a pas de... j'ai eu un jour un prof de stratégie qui disait « Je suis ami avec Larry Ellison, avec Steve Jobs et le patron de Microsoft, et tout le monde me demande leur secret. » Et il répondait « Si je le savais, je ne serais pas là. » Il n'y a pas de secret. Il y a une magie, mais il n'y a pas de recette. C'est-à-dire que... Bon. Et donc, c'est pas parce qu'on a décodé, on a post-décodé l'attitude d'un designer et qu'on se dit tiens, c'est marrant, quand il bosse comme ça va un peu mieux que d'habitude, qu'en l'appliquant, ça se reproduit. Enfin, c'est pas une formule chimique. Oui, c'est un peu ce que je déplorais tout à l'heure par rapport au design thinking, c'est que c'est employé, à mon sens, maintenant dans beaucoup d'endroits dans lesquels il n'y a pas de designer, où c'est mal employé. C'est employé de façon... c'est plus une méthode, en effet, ça devient une formule magique, quoi. Et pour moi, c'est vider le design de son sens que de le voir comme ça. Après, comme dit Stéphane, la sélection naturelle fera son chemin et il se passera ce qui se passera. Après, par contre, pour moi, pour répondre à ta question de tout à l'heure, c'était que le designer, là on le voit au travers de grands groupes, où le designer est transversal, où parfois il est en silo aussi. Il y a la section design qui est parfois appelée artiste. Voilà, chez Orange, j'avais bossé un peu chez Orange et justement c'était salut les artistes et parce qu'on faisait des wireframes qu'on accrochait sur le mur, mais c'était bon, moi ça me faisait sourire. Et d'un autre côté, quand on descend à une échelle plus petite, c'est-à-dire une start-up où on a un développeur, un entrepreneur et puis un designer, on est à 3 autour de la table. Moi, j'ai vécu dans différentes startups ce genre de profil. Et tout à coup, on se met à discuter autour de la même table. Et tout à coup, quand on fait le business plan, il y a le développeur qui peut donner son avis sur un business plan et mettre à contribution son cerveau de développeur qui est brillant pour élaborer un business plan. Et le designer, à mon sens, c'est la même chose. Évidemment, il faut qu'il y ait un lead, il faut qu'il y ait une réflexion, on va dire, avec un sachant aussi. C'est très important que quelqu'un puisse avoir un regard critique, un recul nécessaire, et dont c'est le métier aussi, c'est très important. Mais le fait de pouvoir croiser les méthodos, les façons de voir entre un développeur, un designer, quelqu'un du marketing, quelqu'un qui va leader les projets, etc., c'est là, pour moi, une des clés du succès, en tout cas, que ce soit pour une start-up ou une grosse boîte. Après, c'est beaucoup plus compliqué pour une grosse boîte, parce qu'en effet, la hiérarchie, les structures pyramidales font que c'est beaucoup plus rigide. Et il y avait un exemple qui me fait sourire, c'est en entreprise, en France, quand on fait une erreur, quand on cause un souci dans une entreprise, on est convoqué dans le bureau du patron. Donc c'est très frontal, quoi. Il vient nous voir et il y a un côté très directif, c'est très difficile. Au Japon, par exemple, il va falloir que ce soit nous-mêmes qui allons nous excuser auprès de nos collègues et nous faire pardonner, entre guillemets. Et en Angleterre, c'est encore différent. Ça se passe au pub. Et au pub, on a son supérieur qui vient nous parler et qui nous dit « Ah, tu sais, l'année dernière, il y a eu un type, il a fait ça. » Et en fait, après, il s'est fait virer, ce type. Et en fait, si on comprend bien, il parle de nous, quoi. Et donc, c'est très drôle de voir la façon de manager ces équipes en fonction de la culture, c'est très différent, et aussi en fonction de la hiérarchie de l'entreprise. Et pour moi, tout ça, c'est lié. Je voulais rebondir sur ce que vous venez de dire tous les trois. Qu'est-ce qui, au final, on peut voir un peu le design sous cet aspect-là, que sa faiblesse, c'est justement parfois d'être réduit, on parle de design thinking, etc., à une boîte à outils qui serait un petit peu transdisciplinaire, seulement... pour être designer, il faudrait maîtriser des outils. On l'assiste aussi à ce phénomène-là dans les grandes entreprises qui aujourd'hui mettent en place des Fab Labs, des structures où on peut mettre un peu les mains dedans et donner la possibilité à des cadres qui avant étaient seulement axés sur une partie d'idéation ou de développement produit, peuvent aujourd'hui développer eux-mêmes et un petit peu, vous l'expliquez tout à l'heure Geoffrey, avec l'accessibilité de certains moyens techniques. Du coup, ma question c'était savoir un petit peu qu'est-ce qui résiste à cette critique dans le design, qu'est-ce qui fait vraiment l'essence du design par rapport à d'autres profils créatifs en école de management on a l'habitude de mettre au devant, comme le marketeur ou le chef de pub en agence de publicité. Qu'est-ce qui résiste vraiment à cette critique ?
Si je peux dire un mot, tout dépend de ce qu'on appelle créativité, parce que tout à l'heure, tu disais aussi, Stéphane, oui, il y a le créatif, est-ce qu'il est là ou pas, ou le designer est perçu comme le créatif ou l'artiste, disait Geoffrey. Mais d'abord, il faut résoudre certaines questions théoriques. C'est la recette du pudding qui revient, mais c'est important. Est-ce que la créativité doit être réservée au design ? Moi, j'estime qu'il y a une part de créativité dans le marketing, dans l'imagination créative d'un business model. Je pense qu'il y a même des coups de génie dans ce domaine. Qu'il y a donc de la créativité et du génie dans l'art, dans la science, ça a été dit par beaucoup d'autres depuis longtemps. Dans la technique, il y a de la créativité dans l'ingénierie, il y a de la créativité dans le marketing, donc il y a de la créativité dans le design. Donc déjà, si on admet que la créativité, il n'y a pas une discipline qui la monopolise, déjà, ça crée une possibilité de lien entre toutes ces disciplines. Alors après, quel doit être le rôle du designer là-dedans ? C'est peut-être à inventer dans chaque situation, selon chaque cas d'entreprise, de business model, etc. Parce que c'est aussi lié aux personnalités. Enfin, je suis convaincu que dans la dimension d'entreprendre, il y a un facteur humain qui est très fort. Je veux dire, si on prend la rencontre des deux Steve au départ d'Apple, Steve Jobs et Steve Wozniak, quand on voit si on étudie ce qui s'est passé pour eux dans les années 1975, quand ils étaient tout jeunes et qu'ils bidouillaient dans un garage, quand on voit 30 ans après, on se dit, ce Steve Jobs-là, il avait une espèce de personnalité ou de désir très fort, alors que Steve Wozniak, il a aimé bidouiller, puis après il a fait d'autres choses, mais ça ne veut pas dire qu'il n'a pas fait de grandes choses par ailleurs. Et donc il y a aussi un facteur humain, donc je trouve que c'est complexe. Donc après, tout dépend. Donc, qui attend quoi ? Donc par exemple, vous ici en master marketing, design, création, marketing, qu'est-ce que vous attendez du design ? Ça, on pourrait essayer peut-être de débattre aussi de ça, mais voilà, je crois que la créativité, elle n'est pas propre au design déjà. C'est certain. Le seul trait caractéristique du designer, c'est de donner à voir et à toucher, et avec quelque chose qui... Alors, on est générateur de désir, en théorie, enfin, si on n'est pas trop... si on a un embryon de talent. Donc c'est peut-être un petit peu la seule différence, c'est que cette créativité, elle est exprimée visuellement, physiquement, plus facilement que quand un ingénieur me présente un Shadok. Enfin, on appelle ça chez nous un Shadok, une espèce de machine fonctionnelle, enfin qui fait peur plutôt qu'envie. Nous, on est cet outil magique du designer qu'est le crayon permet en quelques secondes, dizaines de secondes ou minutes de donner envie, mais c'est le même outil que chez l'architecte. Et puis, chacun peut avoir ce talent-là aussi. Enfin, j'ai connu des marketeurs qui savaient crayonner, et ça permet de faciliter la communication. Donc, peut-être que la petite différence, c'est cette capacité à montrer. Oui, mais en fait, ça, c'est la question juste une différence de la mise en forme qui a été et qui est toujours une des caractéristiques propres d'un designer, c'est qu'à un moment donné, il y a un passage à la forme, et il y a une maîtrise. Mais dans ce qui est dit là, dans les deux fois, par Pierre-Baptiste et Stéphane, on sent qu'il y a une opposition entre deux notions, c'est outils et culture. C'est-à-dire, si le design thinking est une méthode, c'est-à-dire un ensemble d'outils, je mets ces outils partout, et puis du coup, les gens vont être créatifs. Et en fait, les critiques qui sont faites, à juste titre, c'est que disent ça suffit pas, c'est-à-dire que les outils suffisent pas, il y a aussi une culture créative. Et ça s'acquiert évidemment un peu plus longuement. Jonathan Ive, il se trouve qu'il a fait une école de design, etc. Dyson, il est diplômé du Royal College of Art de Londres, etc. Et donc la question, c'est si on fait rencontrer des gens dans des équipes, il faut que chacun soit à sa place en quelque sorte. C'est comme dans l'équipe de France 98. Il faut que chacun soit à sa place. Et là où ça devient intéressant, c'est que chacun étant à sa place, effectivement, dans un lieu commun qui peut être un Fab Lab ou autre chose, ou une war room, comme disent certaines agences, ou que sais-je. Et dans ce lieu commun, quelque chose de plus se fait parce qu'on est ensemble. Voilà, je crois que c'est ça qui est intéressant. Donc, si par exemple, parce que tu disais que sur Twitter il y avait des remarques par rapport à qu'est-ce qu'on peut attendre en marketing du design, ou est-ce qu'on est légitime pour faire du design, je ne pense pas qu'il faille prétendre être designer parce qu'on a fait du design thinking dans une formation de marketing, mais qu'en revanche qu'on soit formé à accueillir avec soi des designers, à accueillir avec soi des ingénieurs, à accueillir avec soi des sociologues, des ethnographes, ou que sais-je. Je parlais beaucoup d'ethnographie d'une certaine manière tout à l'heure, je ferai aussi dans l'observation des autres cultures. Et c'est plutôt d'apprendre à travailler dans le lien avec toutes les cultures, ce qui déjà oblige à prendre conscience de sa culture,
Si votre culture c'est le marketing, si votre culture dominante c'est celle-là, je ne sais pas, à vous de définir aussi individuellement les choses. Comment je suis perçu, comment je perçois l'autre, parce qu'il y a plein de préjugés. Justement, le designer voit l'ingénieur comme un créateur de Shadok, l'ingénieur voit le designer comme une espèce d'artiste qui affiche des trucs au mur, etc. Donc après, il y a aussi tous ces préjugés, les différences avec l'autre, et ce qui est très intéressant dans l'époque actuelle, et c'est là où si on veut être optimiste, est-ce que moi je le suis quand même, je pense que vous aussi, dans le design thinking, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une invitation à la rencontre des cultures créatives, intellectuelles. Et ça reste à inventer, parce que la rencontre des différences, on le voit aussi sur le plan politique, de manière assez cruelle aussi en ce moment, c'est pas facile la rencontre des différences. Mais même au niveau professionnel, c'est pas si simple, parce que chacun a ses petits préjugés sur l'autre. Et ça devient un problème de communication, finalement. Non, écoute, c'est très bien. Moi, ça me va très bien. En tête, j'ai les images du mouvement Jugaad, de l'esprit de Jugaad que j'ai présenté tout à l'heure, l'innovation frugale, où tout à coup, des gens qui ne sont pas designers se mettent à créer, et le point de départ, l'impulsion de départ pour créer plein de choses. Vous tapez Jugaad dans Google Images, vous allez voir tout ce qui est créé, qui est produit. Le point de départ de ça, c'est juste comment je vais faire, quoi. J'ai rien, j'ai des besoins, j'ai des gens pour qui je veux faire des choses, et comment je vais faire avec 3 fois rien. Et donc ça pousse à la créativité, ça pousse aussi au fait de faire des expériences à vivre, et pas que de la désirabilité. Pour moi, c'est réducteur de restreindre le design à quelque chose uniquement de désirable, mais c'est quelque chose juste à vivre, quoi. C'est des histoires, c'est des expériences, c'est des relations aussi entre les gens. Et donc voilà, regardez un petit peu ce qui se passe au travers du mouvement de Jugaad. C'est de la bidouille, c'est de la débrouille, et en même temps, pour moi, il y a une grande part de design là-dedans. Est-ce que vous avez des commentaires dans la salle? Est-ce que vous avez un avis? Vous n'êtes pas d'accord? Tout le monde est super d'accord. Oui, je t'en prie. Attends, on va te donner un... Ouais, donc, voilà. Je voulais demander au monsieur Tseb qui, quand il disait que le design thinking en école, c'était quelque chose qu'on pouvait éventuellement faire, mais qu'il fallait faire avec un designer, et un bon designer, qu'est-ce que c'est du coup un bon designer? Qui peut se juger bon designer, et qui a le droit de dire qu'un designer est bon, en fait? Comme un bon musicien, je pense que un bon peintre, malgré tout, on s'exprime dans un travail, et la sanction, c'est le succès. Donc, je dirais, un bon designer, c'est que ça fonctionne, ça plaît, ça donne envie aux autres, ça génère des émotions, de Comment l'envie. Tu donnes une prime à tes designers? Tu donnes une prime quand il a bien fait quoi? On donne pas de prime aux designers. Non, alors la prime, c'est très... Non, mais c'est intéressant. Il n'y a pas de prime au design, pas plus qu'au marketing, puisque le système de l'entreprise donne des primes à tout le monde sur le succès global de l'entreprise. Donc ça, c'est le système d'intéressement participation. Alors, c'est peut-être le hasard, mais j'ai eu de la chance d'être dans des boîtes où le succès faisait qu'on avait tous des primes. Et parce que justement, c'est difficile de dissocier le succès, la part du succès en disant c'est grâce au design, c'est grâce à l'ingénieur. Un objet, c'est un tout. Et ça, les designers ont plutôt tendance à penser que c'est eux qui amènent le succès. C'est pas vrai. Vraiment, c'est une condition nécessaire, mais pas suffisante. Donc je reviens à ça. Un bon designer, c'est pas celui qui va s'approprier lui tout seul le projet, c'est qui est capable de s'inscrire. On faisait la métaphore du football, c'est ça. Qu'est-ce qu'un bon gardien de but? C'est quand même un gardien de but qui est dans une équipe qui gagne. Il ne fait pas que arrêter les buts, parce que il faut quand même qu'il y en ait qui marquent devant. Donc bon, voilà. Je dis juste que c'est un membre d'une équipe. Et s'il n'y a pas de gardien de but dans une équipe, c'est un peu ce qui se passe quand on fait du design thinking sans designer. Il manque quelque chose. Alors il faut qu'il y ait une défense en béton. Ouais. En fait, on peut aussi... Soit vous voulez répondre à la question dans l'absolu, et c'est quasiment impossible parce que c'est des guerres théoriques, esthétiques, culturelles sans fin. Soit on répond dans le relatif, on pourrait dire le bon designer, c'est celui que vous cherchez à recruter en rapport avec un projet ou une demande précise, et qui lui a des références et des succès
pour reprendre le terme qui était donné là, qui sont convergents avec la demande déjà. Et puis après, ça suffit peut-être pas à faire le bon designer, mais après, ça va se jouer dans la synergie relationnelle et la rencontre. Donc, ce qui serait intéressant, c'est de vous renvoyer aussi la question, c'est vous, dans votre cursus et votre parcours, comment vous vous situez par rapport à la sphère design, puisque c'est l'objet de notre conversation, et quelles sont vos attentes par rapport à cette sphère, ou les limites que vous percevez. Ça, moi, ça m'intéresserait, parce que j'ai l'habitude, moi, d'avoir des publics de designers ou d'étudiants en design. Et là, j'avoue que j'aimerais bien avoir quelques échos de cela, si ça peut stimuler peut-être d'autres questions. Ouais. Quelqu'un veut contribuer ? Oui. J'ai beaucoup aimé l'idée de l'innovation frugale. Si on tire un peu sur ce concept d'innovation frugale, est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer qu'au moins pour des gens de ma génération, on essaye de faire des innovations simplifiantes, qui nous simplifient la vie au lieu de nous la compliquer ? Vous avez des exemples d'innovations qui nous complexifient la vie ? Ma nouvelle voiture, je comprends rien. J'ai beaucoup de mal au feu rouge, elle s'éteint toute seule, elle fait bip-bip partout. Je suis profondément gêné par ce genre de progrès. Moi aussi, les voitures qui s'éteignent toutes seules, ça me fait bizarre. Et en même temps, après, j'ai compris pourquoi. Mais c'est vrai que le fait de pouvoir se dire d'innover simplement et faire des choses simples pour les gens, en fait, c'est ce qu'on disait tout à l'heure sur qu'est-ce que c'est qu'un bon designer. Pour moi, un designer, c'est invisible. Ça n'existe pas, ça ne se voit pas. C'est le produit qui sort, c'est l'objet qui sort, c'est l'interface, c'est l'expérience qu'on va proposer. Et le fait de pouvoir attribuer, ou on va dire plutôt adresser quelque chose qui est adéquate pour la personne, parce que je parlais de zone de confort tout à l'heure, c'est ce qu'il y a de mieux, c'est de pouvoir toucher, à mon sens, la façon dont les gens utilisent les choses. Alors après, on peut leur faire apprendre des nouvelles choses, on peut leur faire, on va dire, quelque chose de progressif. Tout à coup, on peut avoir peut-être des références qui vont être progressives pour un utilisateur, mais en effet, donner une interface très compliquée à quelqu'un qui n'en a pas l'habitude, c'est délicat. Par contre, à mon sens, il ne faut pas non plus oublier que l'innovation, elle est là aussi pour théoriquement simplifier la vie, mais aussi pour venir faire progresser les choses en général, de façon très globale. Vous donnez une tablette tactile à une personne âgée, elle saura s'en servir assez facilement, assez simplement. Alors, pas tout le temps, pas partout. Pareil pour les enfants. Hein. Vous avez peut-être déjà vu ces vidéos où les enfants ne savent pas lire et ils s'amusent avec des jeux sur une tablette. Et tout à coup, ils se retrouvent devant un magazine papier et ils essayent de zoomer les images du magazine papier et ça ne marche pas parce que le magazine est cassé. En gros, on ne peut pas cliquer sur les images. Tout ça, je pense qu'il faut pouvoir adresser la bonne réponse aux personnes et aux bonnes personnes, justement. Donc je pense que le fait de pouvoir créer des interfaces, créer des voitures, créer des objets pour les différents types d'utilisateurs, c'est très important. Et sachant que voilà, faire une voiture pour tout le monde, ça n'existe pas. C'est une utopie, c'est de se dire, voilà, toutes les cultures, tous les âges, tous les gens vont avoir la même voiture. Pour moi, ce n'est pas forcément une bonne façon. Et voir, ça peut être une façon lisse aussi de créer quelque chose, un produit pour tout le monde. Est-ce que c'est un produit qui va raconter une histoire à chacun, etc. En tout cas, c'est audacieux et c'est peut-être possible de le faire, je ne sais pas. Je vais juste rebondir là-dessus. Et je pense que dans ce que vous venez de dire, les écoles de commerce, entre guillemets, sont en partie fautives. Dans la pratique du marketing, dans la pratique du marketing, on a cette notion de panier d'attributs. Je vais regarder les propriétés d'un produit que j'ai produit, qui est sur un marché, et je vais regarder ses propriétés. Donc je vais dire, j'ai un Starsan Stop, en l'occurrence ce dont vous parlez, je vais avoir tel type de Blue Wave, de CD-ROM, de je sais pas quoi dans la voiture, et on va les comparer aux concurrents, sans regarder réellement ce que vit l'usager derrière. Donc je vais regarder ça sur des données quanti, je vais avoir du Kantar, enfin on va avoir un certain nombre de données de panels qui vont nous permettre de nous comparer, et on va avoir une tendance à faire une innovation incrémentale en rajoutant du panier d'attributs, en l'améliorant. Ça simplifie pas la chose. Et on ne se pose pas la question de ce que vit réellement l'usager dans la voiture. Et donc le designer, avec son regard quasiment trop, son empathie, va se mettre en situation de concrètement vivre une voiture Start & Go, c'est quoi ?
Est-ce qu'on n'a pas justement une zone de stress en faisant ça? Chez Seb, il y a beaucoup d'histoires autour de la machine à café qui moule le grain, est-ce que ça simplifie, qu'est-ce que je communique, quels sont ces éléments-là, et qui sont déconnectés du fait que, d'un point de vue marketing, avec 200 watts, je moule le grain plus rapidement qu'avec 100 watts. C'est un peu la pratique du marketing très classique, des 4P, d'un positionnement, de la vie de quelque chose de théorique sur un marché au travers des données. Je ne sais pas si c'est très clair ou si tu veux rebondir là-dessus, mais c'est un peu le sujet, une des oppositions que je trouve entre le design et le marketing. Justement, là, pour moi, ça illustre clairement les tensions qu'il peut y avoir dans une équipe projet entre les différents acteurs. J'imagine que le gars qui a inventé le start and stop, qui dit ça va vous faire gagner X litres d'essence au 100, était super fier, a beaucoup poussé, il a bien vendu à son patron et ils ont mis ça en avant. Et vous, qui en avez un usage ou qui ne l'avez pas compris ou pas le besoin, vous trouvez bizarre qu'on vous l'impose parce que au moment de la vente, vous n'avez pas fait attention. Mais c'est sûr qu'on le voit, le succès de la voiture low cost de Renault, justement, qui est fatalement dépouillée de tous ces artifices parce que l'objectif de coût était faible. Ça donne un produit plus facile à utiliser, à entretenir, qui est plein de bénéfices. Quand vous voyez Dacia Duster, qui est les meilleures ventes, je crois, de 4x4 en ce moment, parce qu'il correspond pile poil à tout un tas de besoins assez basiques, mais extrêmement bien résolus. Alors c'est pas du frugal, mais c'est de l'économique. Voilà. Donc on est au cœur des tensions qu'on a dans une équipe projet quand on fait. Alors je vais revenir à ce que je connais bien, une cafetière. Il a fallu moi que je mette des caméras, des GoPro sur des cafetières automatiques pour prouver que les gens se servaient des rinçages. C'est quand même assez fou parce que le diagramme d'utilisation de l'interface était mal foutu et que l'équipe projet qui bossait dessus était tellement habitué à utiliser la machine qu'il ne s'en rendait pas compte. Donc on avait fait un Living Lab à Saint-Étienne à la Biennale du Design où on a servi, je crois, plus de 20 000 cafés durant la Biennale et on a pu statistiquement montrer combien de fois, puisque les machines étaient disposées devant les consommateurs sans mode d'emploi, combien de fois l'utilisateur occasionnel appuyait sur le bouton rinçage pensant se servir un café. Donc voilà, cette simplicité, elle est très difficile à obtenir dans une équipe projet parce que chacun a son point de vue, ses contraintes, son idée, pousse son idée, défend sa chapelle. Et c'est très compliqué d'arriver à cette simplicité. Bonjour, j'entends parler de human design, de design simplifié. Est-ce que vous avez des tendances de design dont vous pourrez nous parler? Les tendances de design, ça dépend dans quelle branche du design. Moi je sais que j'ai des appétences pour le design graphique, il y a plein de tendances. Après, il ne faut pas forcément suivre les tendances. Pour moi, c'est important de les connaître. Connaître les tendances. Alors, en design graphique, je ne vais pas vous en citer beaucoup, mais il y a évidemment toutes les tendances aux flats, aux aplats de couleurs, mais tout ça, c'est lié aussi au code, etc. Après, les tendances aussi sur les objets simples, les objets simplifiés, parce qu'évidemment, on nous vend des objets technologiques. Et déjà, on nous vend des trucs dont on n'a pas besoin, donc ce qui fait qu'on se retrouve avec plein de choses et les gens ont besoin de moins de trucs, en fait. C'est compliqué dans un système capitaliste d'avoir moins de trucs. Là, il y a un bouquin qui cartonne et qui est sorti en français. C'est une japonaise qui a écrit un livre sur comment faire du vide chez soi. Donc, comment jeter des trucs chez soi et faire en sorte qu'on ait une maison équilibrée avec soi-même. Et ce bouquin-là a cartonné au Japon, aux États-Unis, et ça va sortir en France, je crois, bientôt. Ça, je trouve ça, en termes de tendance, je trouve ça amusant. Et en même temps, ça décrit aussi un peu une société d'un côté où on commence enfin, j'espère, peut-être avoir un petit regard critique sur ce qu'on nous vend, sur ce qu'on nous donne, sur ce qu'on nous met à regarder systématiquement sous les yeux. Après, il y a une deuxième tendance aussi, c'est tous les mouvements, on va dire, de sharing, d'économie partagée, de cette réintroduction citoyenne ou sociale dans laquelle on retrouve des parties économiques, des parties de design aussi. On parle de co-design, on parle d'innovation partagée, etc. Après, sur l'économie, il y a évidemment des gens comme WeShare, on parle du revenu de base, etc., qui tout à coup viennent remettre, on va dire, de façon
à plat, on va dire, les utilisateurs, les citoyens, les gens en général, et pas forcément sous un système pyramidal. Je ne sais pas si c'est une tendance, en tout cas c'est quelque chose que j'observe à titre personnel et que je trouve très intéressant parce que justement on se retrouve tous autour de la table pour échanger, discuter, même si c'est difficile, même si c'est compliqué, pour créer peut-être des choses qui ont un impact plus fort, mais pour créer moins de choses peut-être. Juste un mot, en fait, effectivement, il y a un peu les deux aspects dans ce que vient de dire Geoffrey. On peut faire la distinction entre une tendance conjoncturelle, je dirais, et une tendance structurelle. Une tendance conjoncturelle, c'est quelque chose d'assez éphémère et bref. Par exemple, le flat design, ça ne durera pas éternellement. Et avant le flat design, il y avait quelque chose d'un peu différent, avec des interfaces beaucoup plus en relief graphiquement, même si le flat design est une illusion, en fait, parce qu'il y a toujours du relief en fait, dans une interface, mais peu importe. Et les tendances conjoncturelles, c'est aussi toutes les tendances de consommation qui ne durent pas et qui nourrissent le marketing, c'est une réalité. Et il y aurait ce que j'appellerais les tendances structurelles, qui sont des évolutions fondamentales de la société. Et dans ce que cite Geoffrey à la fin de ce qu'il vient de dire sur l'économie du partage, je sais pas, Airbnb, Uber, tous ces sites-là qui proposent la mise en commun sans les intermédiaires classiques, ça, c'est une tendance plus de fond, une tendance qu'on pourrait appeler donc une évolution de société. Et le design lui-même est pris dans une évolution de fond. Et c'est tout l'objet du que sais-je. Donc je peux en dire un mot, c'est que j'ai suggéré tout à l'heure, c'est qu'il y a 50 ans, il y avait au fond que le design industriel, on en parlait tout à l'heure, et le design graphique. Et puis, oui, on a toujours pensé aux usages. Mais ce qui a fait dire à certains qu'il fallait revenir à l'utilisateur, centré utilisateur, c'est qu'à un moment donné, on a eu l'impression de se perdre dans le marché, justement, d'avoir un design trop centré marché, avec des effets pervers. Et que ce qui est intéressant aussi, c'est, je vois que j'ai vu sur le compte Twitter de Draft and Craft, c'était écrit Meaningful Design for New Business. On pourrait aussi le dire à l'envers, hein. C'est New Design for Meaningful Business. Et je crois que ça parle aussi dans ce sens. C'est que les gens sont le consommateur. D'ailleurs, le consommateur n'existe plus. Pour les sociologues, ça n'existe plus. Le consommateur, il est producteur aussi. Certains parlent de producer, ils contractent les deux mots. Donc je crois qu'il y a des tendances de fond qui amènent aussi d'autres types de design. On parle de design social, par exemple, l'innovation dans les services publics. Il y a de quoi faire dans l'administration. Donc je dirais qu'il y a deux types de tendances. Il y a des tendances de fond et des tendances plus des modes qui servent le marketing du moment, mais qui sont plus passagères. J'ajouterais juste une petite phrase. Vous pouvez vous renseigner aussi sur tout ce qui est le postmodernisme de Maffezoli. Il a écrit beaucoup sur le sujet, et c'est les changements structurels de la société, et on perd ce côté self-made man, et on retrouve plutôt le côté, on va dire, collectif et collaboratif. Mais ça, on pourra en discuter après, si vous voulez. Alors, dans le design industriel, ça fait juste 25 ans qu'on l'utilise, hein, puisque ça a été fait pour la conception. L'avènement dans le grand public, c'est parce que les brevets sont tombés et les coûts ont baissé. Comme early adopter, je me suis jeté dessus quand c'est sorti. J'ai deux produits. Avant d'arriver à ce que tout un chacun exploite réellement la 3D chez soi, il y a encore du chemin. Nous, on y réfléchit dans une logique de réparation, par exemple, de nos produits, hein, parce qu'aujourd'hui, réparer des produits qui ont 10, 15, 20 ans, c'est compliqué parce qu'on n'a plus les pièces détachées en stock, et pourquoi pas se dire on va mettre à disposition les données qui vont permettre de fabriquer une pièce. Bon, il faut savoir que les technos actuels ne permettent pas d'avoir une pièce aussi précise, aussi fonctionnelle qu'une pièce de production. D'ailleurs, même nos maquettes extrêmement chères ne restent que des maquettes. Sont éventuellement des maquettes fonctionnelles, mais ne vont pas jusqu'au prototype, au sens où on ne peut pas faire des tests consommateurs longue durée avec, parce qu'elles ne correspondent pas aux matériaux. Donc il y a encore un gap à combler avant de pouvoir faire ça. Je dirais que dans la courbe, on est dans l'étonnement, ça séduit tout le monde, mais vraiment, avant que ce soit vraiment grand public et qu'on puisse télécharger
alors des produits non fonctionnels, ils seront toujours fonctionnels, mais des couverts à salade, j'ai pas de problème. On peut imaginer que vous fabriquez vos couverts à salade chez vous, vous allez acheter éventuellement ou vous allez voler, un peu comme on le fait pour la musique, le design de quelqu'un et le fabriquer chez vous et ça fonctionnera. Mais ne serait-ce que faites l'essai, une coque d'iPhone, avant qu'elle clip, je vous souhaite, vous allez en imprimer 5, c'est à peu près la moyenne. Hein. La première va être trop petite, la deuxième trop grande, et puis par itération, en bidouillant vos paramètres, vous allez y arriver. Et en fait, quand vous regardez économiquement, ça va vous coûter à peu près, je pense, je n'ai pas fait le calcul, mais 50 fois le prix d'une coque d'iPhone vendue dans un petit magasin à côté de chez vous. Donc oui, c'est révolutionnaire, oui, c'est magique. Hein. Voilà, il y a un côté étonnant. Après, je ne sais pas où en sont les expériences. La Poste propose de l'impression en libre service. Sculpteo est un site qui permet au grand public d'aller télécharger. Moi, ils m'ont avoué que la part de marché était extrêmement faible avec le grand public. Elle est importante avec les professionnels. Mais voilà. Si on peut faire une comparaison, on peut repartir sur les imprimantes papier, toute simple, avec la démocratisation. Quand vous faites votre album photo, vous ne le faites pas vous-même. Et pourtant, il y a d'excellentes imprimantes disponibles dans le commerce. Vous allez l'uploader sur un site et vous recevez 2 jours après un truc super quali. Donc je pense qu'on aura la même structuration de marché qui va se développer. Ça remettra peut-être un peu en cause la chaîne de valeur industrielle, un peu, mais du côté de l'usager. Hein. Justement, vous irez sur des usines d'imprimantes 3D où vous serez sûr d'avoir la bonne qualité. Après se pose le problème du coût fixe. Hein. On n'a pas de baisse des coûts sur ce type de choses. Une fois qu'on a fait un moule, on a fait 1 million de pièces, tout le reste c'est de la marge. Là sur ce type de méthode, c'est pas le cas, vous avez un coût fixe. Alors tout le monde dit que c'est quelque chose de positif quand on est un usager, ça coûtera toujours autant, et donc toujours a priori 50 ou 25 ou plus cher que de faire 1 million de coques avec un moule. Je sais pas si ça a répondu à vos... Oui. Là-dessus, moi je pense que c'est comme poser la question, est-ce qu'un designer doit savoir coder ? Je pense que c'est très important de maîtriser certains outils. Après, on peut savoir coder et pas savoir faire de la 3D. Pour l'instant, le gros frein à l'impression 3D, en effet, si j'offre une imprimante 3D à ma mère, il va falloir qu'elle sache faire de la 3D sur son ordinateur. Bon courage, c'est pas évident. Donc en effet, on pourra pirater des modèles 3D, on pourra en télécharger gracieusement, etc. Je pense que c'est bon d'avoir des bases, évidemment. C'est bon de pouvoir savoir dialoguer avec des gens qui bossent chez Sculpteo, par exemple, pour faire des modèles 3D qui nous disent qu'ils vont pas bien parce qu'il y a telle courbe, elle n'est pas fermée, etc., etc., etc. Je pense que ça, c'est un point important de maîtriser cette partie-là. Ensuite, en effet, quand on viendra produire des pièces, si c'est à l'unité, pourquoi pas. Si on va en faire 100 000, on ne fait pas ça avec une imprimante 3D à la maison. C'est sûr qu'on va passer une échelle industrielle différente. Par contre, moi, il y a quelque chose que je voulais rajouter et que je trouve peut-être, en termes de modèle qui serait intéressant, ce serait de se dire que j'ai une entreprise qui me vend des meubles et tout à coup, elle me promet que là, elle me vend une armoire qui s'appelle Sblusblut en suédois, je ne sais pas quoi, et dans laquelle cette armoire, le jour où la petite pièce en plastique, elle va sauter, elle va casser, je ne vais pas être obligé d'aller voler une petite pièce chez Ikea ou alors d'aller racheter une armoire, je vais pouvoir l'imprimer chez moi. Tout à coup, l'obsolescence programmée de certains objets, ou on va dire le fait même d'une usure de certains objets, peut-être, potentiellement, ça pourrait perdurer, et pas forcément si j'ai une imprimante 3D chez moi, mais en tout cas si j'ai un Fab Lab à côté, ou si j'ai mon voisin qui a une imprimante 3D, ou l'imprimante 3D de la mairie dans une municipalité, pourquoi pas, je viendrai imprimer 2 ou 3 petites pièces qui me manquent, qui sont cassées, pour éviter de racheter un ensemble d'objets, de produits dont je n'ai pas l'utilité. Et ça, c'est très souvent qu'on vient jeter des objets ou n'importe quoi pour un tout petit défaut de fabrication, pour une casse éventuelle, quoi. Bonjour, j'ai peut-être une approche un peu naïve du monde du design, je ne connais pas du tout, je suis venu curieux. J'ai l'impression que si on parle de tendance de fond, par exemple, par rapport à l'usager, j'ai l'impression que l'usager, plus exactement les entreprises qui sont censées répondre aux besoins des usagers, ont de plus en plus de mal, pour une raison qui est une dichotomie qu'on fait régulièrement, c'est le qualitatif versus le quantitatif. Alors un marketeur, un ingénieur, il construit un tableau de bord dans la gestion de son projet qui se résume, in fine, à des chiffres. Et j'ai l'impression que dans le monde du design,
on a un espace que n'ont pas beaucoup d'autres corporations pour intégrer dans le mécanisme de décision des choses qui sont du qualitatif et pas du quantitatif. Et que donc autour de la table, est-ce que le monde des designers, qui est loin pour moi, est-ce que vous auriez des billes à apporter aux gens qui ne savent que réfléchir et décider avec des chiffres à une époque où on a besoin, clairement, d'autre chose que de chiffres? Voilà. En fait, vous avez indiqué la réponse à votre question dans votre question, parce que oui, vous avez raison. Moi, je vois beaucoup d'étudiants en design depuis longtemps. D'abord, beaucoup ont une espèce d'horreur spontanée des chiffres et des maths, déjà. Donc, voilà. Et effectivement, le design est ancré dans la tradition des arts appliqués, historiquement, donc dans l'approche de la qualité sensible du monde. Donc ça, pour le coup, c'est peut-être un élément parmi ceux qu'on évoquait tout à l'heure qui peut distinguer cette culture créative-là. C'est quelque chose d'assez orienté vers la qualité sensible des choses. Donc les approches qualitatives sont effectivement importantes en design. Les chiffres ne sont pas interdits. Et donc les billes ou les solutions ou les pistes, c'est tout simplement de faire collaborer des gens qui maîtrisent les deux pour éviter les regards en tunnel sur un seul type d'approche. Mais c'est certain que quand on n'a que des outils quantitatifs pour analyser le monde, c'est efficace pour certains objectifs, mais je pense qu'il nous échappe une grande partie du monde, hein. Mais bon, là, c'est peut-être le philosophe en moi qui parle, mais ça me semble assez juste. Donc je crois qu'il faut former les étudiants à différentes approches, il faut mixer dans les équipes projets des gens qui ont différentes approches, encourager les gens à se disputer dans les réunions, encourager les gens à échanger, à confronter leur culture, leur modèle, leur vocabulaire. C'est ça qui est intéressant, cette confrontation, pas pour le plaisir d'un conflit, mais parce que ça va être générateur de quelque chose. Et là-dessus, je rajouterais juste que, en fait, dans les processus de design, très souvent, de temps en temps, on est amené à travailler avec des sociologues, des sémioticiens, des chercheurs en sciences cognitives qui étudient le cerveau, des ethnologues qui étudient les humains en général. Et ça permet de récupérer des insights, ça permet de récupérer des petites choses qui vont être qualitatives et qui vont être très très précieuses ensuite pour pouvoir faire un produit, un service, une application, une interface, peu importe, qui est de l'humain, qui est de la valeur, qui est de l'émotion dedans. Sinon, en effet, il y a des tendances de design qui s'appellent le design by code, donc c'est-à-dire on fait du design uniquement par le code, où tout à coup on a des processus de design qui sont presque générés automatiquement et c'est sans âme. Donc je pense que l'âme dans le design, elle vient aussi de l'individu et des conflits et le fait de faire des choses pour des vrais gens et pas pour des data. Moi, je fais pas des choses pour des données, même si on est dans l'ère du quantify self, paraît-il. On va devoir arrêter cette première partie parce que le temps passe et qu'il y a des trains. Je vous propose de nous rejoindre si vous voulez parler avec les personnes qui ont la gentillesse de nous rejoindre et d'échanger avec vous. Et de revenir à 17h30 où on continue ce thème sur les lieux de l'innovation. C'est quoi un Fab Lab? Pourquoi? C'est quoi un lieu d'innovation? Une salle innovante? Et on va un petit peu essorer ce sujet-là avec une experte du sujet notamment, qui a fait ça dans un certain nombre d'entreprises. Merci beaucoup.